Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Zéro malaria, je m'engage. Encore une stratégie pour vaincre le paludisme. Des avancées ont été réalisées, mais on est encore loin du compte car aujourd'hui encore, un enfant meurt chaque 2 minutes de cette maladie. On est passé de plus de 27 000 décès en 2017 à 18 000 décès en 2018. Cela sans doute, entre autres, grâce aux multiples campagnes de sensibilisation, mais aussi grâce à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Malgré tous les efforts, le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité en République démocratique du Congo. Les efforts doivent donc être maintenus. Mais où en est-on avec la lutte contre le paludisme en RDC? Quelles sont les avancées dans la prise en charge? Leur réponse dans ce check-up. Un tueur en masse, le paludisme décime des vies en République démocratique du Congo. Pour seule l'année 2018, plus de 18 000 personnes sur un total de 18 millions de cas enregistrés sont décédées de suite de cette maladie. Des chiffres rendus publics ce 25 avril par le ministre de la Santé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le docteur Oli Ilunga a sollicité une implication ferme de tous dans la lutte contre cette maladie endémique. Ces chiffres sont graves et doivent nous interpeller. C'est le but de la manifestation de ce jour. Nous devons prendre conscience et agir. Nous devons ainsi redoubler nos efforts pour éliminer durablement le paludisme de notre pays. Et pour cela, chacun à son niveau doit s'engager. D'où notre slogan pays, je m'engage pour 0 cas de paludisme dans mon ménage. La réussite de cette lutte contre la malaria passe donc par notre engagement individuel et collectif. Partenaire du gouvernement et très actif sur le terrain, l'ONG Sans Rue est très engagée dans le pari de l'accès universel des populations aux soins contre le paludisme. L'ONG estime que la maladie est non seulement un problème médical, mais aussi social. Les financements que nous avons aujourd'hui, que ce soit au niveau du pays, que les financements qui viennent de la coopération internationale, ce n'est pas encore suffisant pour nous permettre de lutter efficacement et d'inverser totalement la tendance. Quand on dit que le paludisme c'est un problème au-delà des problèmes de santé, c'est un problème carrément social, chacun de nous sait quelles sont les conséquences néfastes du paludisme, non seulement sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan économique de chaque ménage. Il y a beaucoup d'avancées, mais les défis restent énormes. Zéro paludisme, je m'engage. Ce thème doit susciter un engagement dans le chef de chaque Congolais afin de lutter efficacement contre la maladie en adoptant les pratiques favorables à la bonne santé. J'éprouve beaucoup de difficultés pour s'occuper des enfants lorsqu'ils sont atteints par la malaria. Le traitement requiert des moyens financiers qu'on n'a pas toujours. Nous avons bénéficié des moustiquaires, mais nous y recourons seulement pour nous protéger durant la nuit. Entre-temps, nous sommes exposés aux piqûres des moustiques partout. Nous ne pouvons pas nous contenter de vivre dans l'insalubrité étant donné qu'elle nous expose aux piqûres des moustiques. Nous essayons de faire de notre mieux pour assainir, mais le gros du travail revient au service d'hygiène qui doit être réformé. Le paludisme a tué et tue encore. Un engagement de tous est un signal fort dans le processus de l'éradication de la maladie. Sur ce plateau de check-up, le docteur Fernandine Panzou, chef de projet malaria au sein de l'ONG Santé Rurale, Sans Rue, cette ONG locale qui appuie le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de soins de santé primaire. Madame, bienvenue dans Check-up. Vous êtes médecin. Docteur Fernandine, dites-nous, on vient de célébrer la 12e journée mondiale de lutte contre le paludisme, une célébration de plus avec un thème interpellateur, zéro malaria, je m'engage. Est-ce qu'on doit dire que c'est juste une campagne de plus? Merci madame pour la question. Zéro malaria, je m'engage. Effectivement, nous commençons une campagne inclusive, que nous voulons vraiment inclusive, pour que nous puissions voir dans quelle mesure que
tout le monde participe dans cette lutte que nous avons commencée il y a bien longtemps. La malaria, comme vous pouvez le remarquer, reste encore un sérieux problème de santé publique, tant dans le monde que dans notre pays. Et l'OMS, ainsi que le partenaire de faire reculer le paludisme, ensemble, ils se sont dit, mais écoute, il faudra voir qu'est-ce que nous devons encore faire, parce que les avancées sont là, mais le problème demeure. Le problème demeure justement. On dit que toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme. C'est la première cause de morbidité et de mortalité et même de consultation ici en République démocratique du Congo. Docteur Fernandez, est-ce que vos efforts ont des effets palpables? Madame, nous pouvons vous dire que les progrès sont là. Il est vrai. De 2010 en 2015, les progrès étaient vraiment très bien palpables. Nous avons vu le nombre de cas diminuer, le nombre de décès aussi diminuer. Mais depuis 2016, de 2015 à ce jour, les progrès sont là, mais insignifiants. Mais la mortalité en soi est quand même diminuée. Et avec zéro palu, je m'engage, nous visons à... Au fait, nous sommes en train de voir comment viser à ce que le paludisme soit pris comme une priorité politique. Une priorité à tous les niveaux. Quand je parle à tous les niveaux, commencer par l'individu en soi. Pour moi, pour toi, le palu doit être une priorité. Pour le ménage, le palu doit être une priorité. Et pour le pays, il doit être une priorité. Il doit être une priorité, mais cet engagement, qu'est-ce que vous demandez concrètement justement à tous ces paliers des cibles que vous avez? Vous parlez de la population, vous parlez des ménages, vous parlez des autorités. Qu'est-ce que vous leur demandez concrètement? Et madame, ce que nous sommes en train de demander pour que nous puissions tous nous engager, c'est que tout le monde prenne conscience pour une prise en main des interventions de lutte contre le paludisme. Qu'est-ce que nous devons faire pour lutter efficacement contre ces fléaux? Nous savons que le paludisme a non seulement des conséquences sur la santé, mais aussi des conséquences socio-économiques, madame. Le palu, c'est la première cause de consultation. Si nous devons parler de conséquences sur la santé, première cause de consultation, le paludisme a des conséquences néfastes, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Parce qu'il est pris, si vous allez sur le terrain, vous allez voir que le paludisme est la première cause de décès chez les enfants. Et chez la femme enceinte, il y a plusieurs conséquences aussi, qui vont de l'avortement, de mort in utero, de faible poids de naissance, et voire même de naissance prématurée. Et donc, tout ça, c'est du point de vue santé. Mais si nous devons aller à la vie socio-économique, vous allez voir, le paludisme est la première cause des absences pour nos enfants. Au travail, aux enfants, à l'école. Donc un enfant qui s'absente beaucoup plus à l'école, soyez sûr avec moi que cet enfant n'aura pas de résultats satisfaisants à la fin. Au niveau du travail, cette maman, la maman qui va chaque fois vendre, quand il tombe malade pour le palu, c'est toute la famille qui va en souffrir. Et les autres travailleurs, si le travail est pénalisé à cause du paludisme, nous allons voir que même l'économie, tant au niveau de ménage, au niveau pays, sera entamée. Exactement. Donc ça, l'impact négatif sur la vie socio-économique. Ça a un impact négatif sur la vie socio-économique. Vous le dites, Sanrou le dit, que le problème du paludisme n'est pas seulement un problème de santé, n'est pas seulement un problème médical, mais aussi un problème social. Mais est-ce que vous pensez que la population intègre de plus en plus tout ce que vous donnez comme information, comme sensibilisation, pour pouvoir changer de comportement? Nous pensons que les études qui ont été menées montrent qu'il y a quand même de connaissances, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ces études, il y a les études menées dernièrement sur les indicateurs du palu.
nous a prouvé qu'il y a encore des comportements à changer. Je prends par exemple l'utilisation des moustiquaires, parce que nous faisons la promotion des activités préventives, dont l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Les études nous ont montré que très peu, nous sommes encore à moins de 50% de gens qui dorment sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Il paraît qu'il fait trop chaud à Kinshasa et la moustiquaire contribue à ressentir un peu plus la chaleur. Madame, il faudra faire le choix. Il y a un choix à faire. Va-t-on mourir ou être pauvre à cause du palu, ou supporter un peu apprenant certaines dispositions et supporter la chaleur? Donc il y a vraiment un choix à faire entre les deux. Et nous pensons qu'il y a encore, comme je disais que c'était d'abord la moustiquaire imprégnée, où l'utilisation n'est pas encore optimale. Il y a aussi le traitement préventif chez la femme enceinte. Donc là déjà, madame, je suis dans le moyen de prévention contre le palu. Oui. Donc je parlais de l'utilisation, de faire la promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Donc là, l'utilisation est encore en dessous de l'objectif. Il y a le traitement préventif chez la femme enceinte. Les études viennent de nous montrer que la proportion de femmes qui reçoivent jusqu'à 2 doses est encore à 25%. Celles qui ont reçu jusqu'à 3 doses, c'est 10% dans le ménage enquêté. Et là, l'OMS nous demande d'aller jusqu'à 4 doses. Et nous sommes encore à 2%. Donc il y a encore des efforts à fournir de ce côté-là, du côté prévention. Et même quand il y a des cas de paludisme déjà, des cas suspects, la recherche de soins. Pour la recherche de soins, les études nous montrent que 37,9% recherchent le soin. Quand nous disons rechercher le soin, parce que nous disons que devant un cas suspect des cas de palu, il faut rechercher le soin. Soit nous allons vers les formations sanitaires étatiques, là c'est 18% qui vont vers les formations sanitaires étatiques, et 20% vers les secteurs privés et 1% au niveau communautaire, parce que nous avons aussi une prise en charge. Et donc, il y a une bonne partie qui ne recherchent pas le soin, sinon certainement font l'automédication. Et donc, les efforts sont encore à fournir pour qu'il y ait un changement de comportement. Il y a encore beaucoup à faire. À vous entendre, le pourcentage est encore faible. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de lutter contre un moulin à vent un peu? Vous faites des efforts, vous sensibilisez. Aujourd'hui, on voit 100 rues sur le terrain en train de sensibiliser. Vous avez réuni les journalistes pour les sensibiliser afin qu'ils s'impliquent justement dans cette lutte. Mais lorsqu'on voit le faible taux en termes de pourcentage, est-ce que cela ne vous fatigue peut-être pas? On dirait que vous n'êtes pas bien compris par la population. Nous disons que nous ne fatiguons pas, parce que vous savez, madame, notre pays a de gros défis logistiques. Regardez la taille de notre pays. Arriver jusqu'au fin fond de nos villages, ce n'est pas facile. C'est pas si facile. Et donc nous disons que la lutte continue. Et nous continuons la sensibilisation. C'est comme ça que nous avons commencé par le média. On s'est dit que le média, c'est un canal important pour nous pour atteindre, soit par télé, soit par la radio, vers le fin fond, pour que tout le monde puisse avoir des connaissances suffisantes sur la lutte contre le paludisme. Docteur Fernandine, est-ce que vous avez un pourcentage aujourd'hui? À quel moment pourrait-on dire que votre campagne porte-t-elle de fruits? À ce jour, le pays est au mode, comme nous dit, le pays contrôle la lutte. Mais le pays voudrait bien arriver à l'élimination du paludisme. C'est possible. Et quand nous parlons élimination de paludisme, élimination dans le terme santé publique, on voudrait bien que nous puissions avoir 5 cas sur 1000 habitants. Et nous pensons que c'est possible. Et nous voulons ne pas avoir de décès liés au palu. Nous voulons ne pas avoir de décès liés au palu. Et c'est possible aussi. Alors, réduire le nombre de cas de paludisme revient à mener de bonnes actions de prévention. Parce que si nos actions de prévention sont satisfaisantes, nous arriverons à réduire le nombre de cas. Et si la prise en charge est correcte, de quelques cas que nous aurons,
nous allons réduire la La mortalité. mortalité. Vous parlez de bonnes actions, vous aviez aussi une expression, vous parlez de bonnes pratiques pour la bonne santé. Est-ce que vous pouvez rappeler cela à nos téléspectateurs qui sont en train de vous suivre? On ne le dira jamais assez, l'objectif c'est d'avoir zéro cas palu. Et pour avoir zéro cas palu, il faudrait s'investir, il faudrait des bonnes actions justement. Mais quelles sont ces bonnes actions? Merci madame. Je voulais dire à la population ici, comme nous avons dit, que tout le monde s'engage pour l'efficacité de notre lutte, que l'individu s'engage. Parmi les actions, nous avons d'abord l'assainissement du milieu. Moi, je dois assainir mon milieu. Je dois assainir mon domicile, en l'intérieur comme tout autour. Toi aussi, tout le monde. Donc l'individu doit participer à l'assainissement du milieu. Et deuxième, nous demandons à la population que chaque ménage dort sous moustiquaire imprégné d'insecticides. Et surtout, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc, les chefs du ménage fassent dormir tout le monde, toute la famille, sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Ça, c'est le deuxième. Et pour la femme enceinte, en plus de dormir sous la moustiquaire imprégnée, il faudra qu'elle puisse être orientée vers le centre de santé pour recevoir le traitement préventif intermittent. C'est l'ASP qu'on donne. Aujourd'hui, nous conseillons jusqu'à 4 doses. Donc nous voulons que la femme, dès qu'il sent qu'elle est enceinte, aille pour recevoir la première dose. Une femme qui suit normalement ses consultations prénatales. Oui, nous voulons avoir. Donc il faudrait que la femme soit orientée. Et nous disons que le chef du ménage, que tout le monde oriente la femme vers le centre de santé pour recevoir le traitement préventif intermittent. Et ça, c'est dans la prévention. Donc, nous citons le 3, l'utilisation correcte de moustiquaires, nous utilisons l'assainissement du milieu, les traitements préventifs chez la femme enceinte et la prise en charge. Dès que nous avons quelqu'un suspect qui présente des signes suspects de paludisme, il faudrait qu'un traitement, un diagnostic soit fait. Les diagnostics soient faits pour que nous puissions instaurer un traitement précoce et éviter les décès. Voilà un peu. Les gens meurent parfois par manque de moyens. Docteur Fernandine, que fait Sanru exactement pour que cette chaîne dont vous parlez soit respectée? Les médicaments sont parfois gratuits, les moustiquaires imprégnés sont distribués gratuitement, mais la population doit acheter par moment, la population doit payer ses consultations pour pouvoir bénéficier de certains produits. Que fait Sanru exactement dans ce secteur pour justement rendre cette gratuité effective? Madame, Sanru est l'un des récipiendaires principaux du Fonds mondial qui a la responsabilité de l'approvisionnement en médicaments et autres produits de santé. Et pour la prévention, Sanru approvisionne les zones de santé en moustiquaires imprégnés d'insecticides en quantité suffisante, en SP, qui est donné à la femme enceinte. La femme enceinte. Donc, la moustiquaire que nous donnons, c'est tant pour les services de routine. Donc, nous donnons le service de routine, j'attends que nous donnons à la femme enceinte, à la CPN, et aux enfants de moins d'une année qui viennent à la consultation préscolaire, communément appelée vaccination. Un enfant qui vient pour terminer la vaccination, c'est à cet enfant que nous donnons. Donc, pour la prévention, Sanru dote de moustiquaires imprégnés et la SP. En plus de ça, Sanru s'occupe aussi de la mobilisation sociale. Donc, toutes ces campagnes que nous menons, tant au niveau des zones de santé, ça c'est au niveau provincial, périphérique, et même au niveau national, quand nous utilisons le média. C'est parce que nous voulons que tout le monde puisse, si on n'a pas pu écouter le relais au niveau des zones, et qu'on a une radio et une télé, on peut suivre la sensibilisation à travers le média. Mais qu'est-ce qui fait que ces moustiquaires sont parfois vendus, les médicaments ne sont pas donnés gratuitement? Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, madame, il y a toujours... La règle est là. Ces produits sont dotés de manière gratuite au niveau des zones de santé. La vente, c'est vraiment une vente illicite de ces produits. Mais les produits sont gratuits.
Mais ici, je voulais signifier quand même que la consultation n'est pas gratuite. Ça, nous n'en avons pas encore. Et peut-être que ça, nous demanderons quand nous cherchons à mobiliser les fonds, de ressources supplémentaires. Peut-être ces ressources viendront pour prendre en charge la consultation. Donc jusque-là, la consultation n'est pas prise en compte. Mais il est vrai qu'au niveau, en milieu rural, il y a une prise en charge à l'épisode. Donc nous mettons, il y a un coût vraiment réduit que la population paye pour accéder aux soins. Mais ici, en milieu urbain, ce n'est pas encore le cas, parce que la majorité de formations sanitaires sont privées. Et comme vous le savez, les privés, c'est les lucres qu'ils suivent. Alors, la consultation n'est pas gratuite, mais tous les produits sont gratuits. Vous parlez des produits. La vente illicite, nous disons, c'est tout le monde devra dénoncer la vente illicite. Et nous travaillons avec la police qui, de temps en temps, quand on arrive à intercepter quelque chose sur le terrain, ou le véhicule, ou les gens en train de vendre, ils nous interpellent, on interpelle aussi la police et qui mettent la main sur la personne et récupèrent. Et la police, est-ce qu'il y a-t-il un moyen de pouvoir détecter que ça c'est un produit destiné gratuitement pour une distribution gratuite? Exactement, madame, parce que c'est écrit dans l'emballage, le produit n'est pas à vendre, c'est à distribuer gratuitement. C'est bien écrit. Et la distribution gratuite, c'est pour que le traitement, c'est pour une prise en charge universelle. C'est pourquoi on voulait bien que ça soit gratuit. Et donc, nous avons toujours demandé, nous demandons même aux autorités politico-administratives de nous aider, de s'impliquer pour que tous les victimes de ces comportements soient sanctionnés. Donc, Docteur Fernandine, vous aviez parlé des médicaments, mais j'aimerais savoir, est-ce que la République démocratique du Congo a-t-il un protocole des médicaments qui sont recommandés dans la lutte contre le paludisme? Parce qu'il faudrait dire qu'il y a quand même tout plein de médicaments pour lutter contre le paludisme, pour lutter contre la malaria, et que les gens peuvent acheter facilement dans des pharmacies sans pour autant faire un test même de diagnostic rapide contre la malaria, sans pour autant voir un médecin, sans pour autant avoir une ordonnance. On peut avoir un médicament. Mais est-ce qu'en République démocratique du Congo, y a-t-il un protocole qui définit justement la liste des médicaments qu'il faudrait consommer pour lutter efficacement contre cette maladie? Madame, la politique nationale existe bel et bien. Et la politique nationale recommande la combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. Et là, il y a deux produits qui viennent en première intention. Nous avons l'actésinate amodiaquine et l'actéméter lumefantrine. Et les deux produits sont disponibles et nous les donnons dans le cadre du projet. Ça existe. Donc ça, c'est pour la prise en charge du paludisme simple. Et pour la prise en charge du paludisme grave, la politique nationale recommande l'utilisation de l'actésinate injectable en première intention. Alors, il y a aussi quelques cas d'échec thérapeutique. Si nous connaissons l'échec thérapeutique pour ce produit que nous prenons en première intention, sont ces moments-là que nous recourons à la quinine, que la politique nationale reconnaît aussi. Donc la quinine comprimée, qui est prise en cas des échecs thérapeutiques, et la quinine injectable aussi, en cas des échecs. Et donc, le protocole est bel et bien là, et rendu disponible par le pays. Donc le protocole national est là, l'organigramme est là. Donc c'est tout un schéma qui nous dit, quand un cas suspect arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous en avons et rendu disponible, bien vulgarisé par le PNLP. La population doit éviter de monothérapie qui peut entraîner de résistance sur le produit. Donc nous devons recommander la combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. Et je le répète, c'est la combinaison qu'il faut recommander et c'est ce qui recommande les pays. Docteur Fernandine, nous sommes dans une zone endémique. Le paludisme est présent et les gens se livrent à l'automédication. On se dit chaque mois je dois faire une cure contre la malaria. Est-ce que cela est recommandé? Madame, l'automédication n'est pas recommandée. L'automédication n'est pas recommandée. Certes, nous sommes dans une zone endémique, certes,
Mais on ne va pas prendre de produits pour la prévention du paludisme dans une zone endémique. Ne peut manifester le signe de malaria, c'est lui qui arrive à la forme malaria maladie. Si la malaria infection, donc en fait, malaria infection de l'essence que moi qui suis là en bonne santé, sans signe de... On peut faire les tests. Si on fait les tests et qu'on trouve que j'ai le palu, ce n'est pas nécessaire que je me fasse traiter. Non. Mais quand j'aurai présenté les signes, c'est en ces moments-là que je vais chercher un traitement. Et la politique nationale, je reviens pour dire, tout cas suspect. Et quand nous parlons des cas suspects ici, c'est déjà ces cas qui présentent la fièvre, associés ou pas à d'autres signes de palu. Donc si je n'ai pas de fièvre, je suis en bonne santé, je marche très bien, je n'ai pas d'autres signes. Parce que certainement, je sais que certaines personnes disent, je ne fais jamais de fièvre, mais j'ai seulement de maux de tête. Mais ces maux de tête, il faudrait quand même qu'il y ait un diagnostic différentiel pour qu'on puisse s'assurer que c'est vraiment le palu. Donc nous, l'automédication n'est pas recommandée. Pour tout cas suspect, il faudra que nous puissions confirmer que c'est vraiment les paludismes avant de traiter. C'est ça la politique nationale. Vous êtes une ONG locale qui appuie le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de soins de santé primaire et entre autres la lutte contre le paludisme. Docteur Fernandine, comment vous évaluez votre travail sur le terrain? Je pense que je ne suis pas bien placée pour évaluer mon travail, mais je peux quand même dire, mon travail c'est l'appui au PNLP. Donc évaluer les travaux, c'est évaluer les travaux de tout le partenaire du PNLP. Je ne suis pas la personne habilitée, mais nous pensons que les avancées sont là. Si vous suivez, si vous regardez les rapports, quand je prends les rapports du PNLP, de 2010 jusqu'à ce jour, nous pouvons suivre que les indicateurs sont à la baisse par rapport en 2010. En 2010, nous parlons de 28 millions de cas. En 2017, nous sommes en train de parler de 15 millions de cas. Il y a quand même une baisse. Si nous parlons de 82 000 décès en 2010, aujourd'hui, en 2017, on parle de 27 000, dont 20 000 chez les enfants. Donc nous voyons que le travail se fait. Mais quand vous pouvez le remarquer, si nous sommes encore à 20 000 décès chez les enfants, le problème reste posé. Et donc, nous devons continuer la lutte. Le palu demeure un défi que nous devons tous relever. Vous aviez évoqué le programme national de lutte contre le paludisme. Quelles sont vos relations? Est-ce que vous travaillez vraiment en étroite collaboration dans cette lutte? Madame, tout ce que nous faisons, tout ce que le partenaire fait dans la lutte contre le paludisme, c'est pour renforcer le PNLP. Donc le PNLP et ses documents stratégiques que nous avons. Donc toutes nos interventions visent une réponse au plan stratégique. Docteur Fernandine, il y a quelques mois, une rumeur a circulé et qui s'est même confirmée sur la circulation des moustiquaires sous-dosés. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on doit dire que la population n'utilise pas ces moustiquaires? Madame, la population, je le confirme, madame, la population n'utilise pas ces moustiquaires. Dès que nous avons reçu le message, ces moustiquaires ont été mis en quarantaine. Et à ce jour, les tests sont en train d'être réalisés pour voir exactement ce quoi. Donc la population n'utilise pas ces moustiquaires. C'est l'INRB d'ailleurs ici, à notre pays, c'est l'INRB et l'université de Kinshasa qui sont en train de réaliser les tests. Nous ne pouvons pas accepter que quelque chose de sous-dosé soit distribué. Et les programmes non plus. Donc, vous êtes une ONG. Est-ce que vous avez suffisamment les moyens de votre politique pour pouvoir mener à bien vos actions sur le terrain? Madame, ce que nous faisons, comme je l'ai dit, vient renforcer, vient financer le plan stratégique national. Les moyens ne sont pas encore suffisants. Parce que nous avons vu que la lutte contre le paludisme est multisectorielle. Quand nous parlons de l'assainissement, cela est loin d'être une activité du ministère de la Santé. Et c'est le ministère de l'Environnement et le ministère du Plan.
nous disons que les moyens ne sont pas encore suffisants. Nous n'avons pas de moyens suffisants pour lutter efficacement. En fait, quand je dis nous, c'est le PNLP et ses partenaires techniques et financiers que nous sommes. Et donc, l'OMS ainsi que tous ses partenaires de lutte de faire reculer les palus ont lancé l'approche d'une charge élevée à fort impact. Et cette approche repose sur 4 piliers. C'est d'abord la volonté politique. La volonté politique à réduire la morbidité et la mortalité liées au palu. Et l'aider, c'est l'information stratégique. Il faudrait que l'information stratégique arrive à tout le monde. Et 3, c'est revoir ce que nous sommes en train de faire, la revue de ce qui est fait. Nous ne sommes pas au point zéro de l'exécution de nos interventions. Nous sommes déjà si fort avancés, mais il faudrait que nous puissions nous asseoir et dire ce que nous faisons. Quel est le niveau d'atteinte de nos objectifs? C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a déjà eu la revue du plan stratégique, nous l'avons fait, et nous sommes en cours de planification des activités de cette approche, la nouvelle approche lancée par l'OMS et le partenaire de Rollback Malaria. Le 4e pilier, c'est la mobilisation des ressources à tous les niveaux. Nous voulons à tous les niveaux que les gens s'impliquent dans la lutte, que tout le monde puisse mettre la main dans les interventions. C'est là où j'intervenais pour dire que l'individu, le ménage doivent aussi participer dans la lutte contre le paludisme. Et là, je parlais de cette approche. Voilà. Il y a eu plusieurs thèmes, en finir avec la malaria, vaincre la malaria, prêt pour finir avec la malaria, zéro malaria, je m'engage. Docteur Fernandine, est-ce possible? Madame, c'est possible. Zéro malaria, c'est possible. Si tout le monde arrive à mettre la main sur tout ce que nous faisons. Quand je dis tout le monde, je reviens, on commence par l'individu. Il faudrait que l'individu s'implique dans la lutte. Comment l'individu va s'impliquer dans la lutte? C'est d'abord adopter des pratiques favorables à la santé. Et en matière de lutte contre le paludisme, les pratiques favorables, c'est 1, l'assainissement du milieu, et de 2, l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, et de 3, l'orientation des femmes enceintes vers la CPN, et de 4, la prise en charge correcte des cas qui arrivent. Donc, ça c'est pour l'individu et le ménage. Au niveau des politiques, c'est l'implication des politiques. Il faudrait qu'il y ait un budget alloué à la santé, à la prise en charge du paludisme. Les partenaires sont là avec un paquet. Il faudrait que les politiques puissent voir qu'est-ce qu'il faut ajouter, comment mobiliser assez de ressources pour que nous puissions compléter la marmite de ressources que nous avons. Si on vous demandait de choisir entre le changement de mentalité et le manque de moyens pour pouvoir finalement éradiquer le paludisme, pour vous, qu'est-ce qui serait le frein? Madame, les deux. Vous pouvez avoir assez de moyens si il n'y a pas changement de comportement, c'est en vain que nous mettons nos moyens sur terrain. Et si nous changeons de comportement, s'il n'y a pas assez de moyens, nous n'arriverons pas à l'objectif. Je pense que nous avons besoin de ces délais-là. Docteur Fernandine Panzou, merci de nous avoir donné un peu plus d'éléments dans cette lutte contre le paludisme. Vous, vous êtes déjà engagé dans la lutte contre cette maladie et j'espère que chez vous, dans votre ménage, dans votre famille, il y aura 0 cas de paludisme. Et moi également, je m'engage à lutter contre cette maladie afin qu'il y ait 0 cas de paludisme dans mon ménage, dans mon milieu. Docteur Fernandine, merci de votre disponibilité encore une fois. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes chef de projet malaria au sein de l'ONG Santé Rurale. Donc vous êtes la coordonnatrice justement de ce projet pour lutter efficacement contre le paludisme. La suite de cette émission, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé.
Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.